Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, en quelques mots, je m'appelle donc Constance Ramani. Je suis coach. J'ai deux casquettes, coach et formatrice. J'interviens en entreprise essentiellement sur différentes thématiques, aussi bien en collectif qu'en individuel. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, bien entendu. N'hésitez pas à m'inviter, je serai ravie. Alors, l'échec. L'échec, c'est un grand sujet. L'échec fait peur. Parfois, l'échec paralyse. La perspective même d'échouer parfois empêche certains de se lancer dans des projets et voilà, il y a ce côté très 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 paralysant à l'échec. Également, l'échec fait mal quand on se plante. Effectivement, c'est douloureux. On ne se sent pas bien, on peut se sentir nul, se sentir incapable et ça peut être vécu comme une fin en soi. Alors qu'en réalité, l'échec c'est un passage. C'est un passage, ça peut être un passage vers la réussite, vers voilà. On verra un petit peu tout ça. On a parfois tendance à se focaliser sur l'échec, à s'identifier à lui. Si je devais prendre une image, c'est un peu comme si on écoutait une musique et qu'à un moment donné, il y avait une fausse note et qu'on s'arrêtait sur cette fausse note. On arrêtait la musique sur cette fausse note et que non seulement on arrêtait la musique et en plus on passait la fausse note en boucle, comme ça et on n'arrivait pas à repartir. Alors que mis dans tout un ensemble, la fausse note a peut-être sa place. Voilà, elle fait partie d'un ensemble, fait partie de la musique. Donc voilà. Donc on a un peu enfin à peu près une heure devant nous, pendant laquelle je vais tenter de vous faire changer de regard sur l'échec. On a un regard généralement assez négatif sur l'échec. Là, je vais essayer d'apporter un éclairage différent pour compléter un peu ce regard-là et le voir sous un aspect un petit peu plus positif, un petit peu plus doux en tout cas. Donc voilà, je précise que je n'ai pas accès au chat, donc je laisse Lauriane, maîtresse du chat. Et Lauriane, voilà, si tu vois, je te laisse réagir si jamais tu vois des questions dans le chat. On aura également un temps d'échange, il y a un temps d'échange prévu à la fin. Donc vous pouvez poser vos questions dans le chat, réagir, et puis on prendra ce temps-là à la fin pour que je puisse répondre aux questions qui auraient été posées. Je vous présente dès le départ ce livre-là parce que j'ai préparé le meet-up en m'appuyant notamment sur cet écrivain qui s'appelle Charles Pépin. Charles Pépin, c'est un philosophe. C'est un philosophe contemporain qui a écrit différents livres, dont Les Vertus de l'échec, que je vous recommande très chaleureusement. C'est un livre qui se lit rapidement, qui se lit facilement, mais dont la pensée est extrêmement décortiquée. Enfin, la réflexion sur l'échec est vraiment passée au peigne fin. C'est très intéressant. Et puis, ça permet de changer de regard sur l'échec. Et Charles Pépin, pour information, pour les Parisiens, il intervient tous les lundis soirs au MK2 sur différents sujets, voilà, plus philosophiques. Et puis également, il a une chaîne sur Spotify et voilà, sur tout un tas de sujets. Il y avait notamment un sujet sur l'échec que je vous invite également à écouter. Alors, je vous propose, avant de changer de regard sur l'échec, je me dis que ça peut être intéressant de changer de regard sur le succès. Pourquoi? Parce que on a tendance à opposer échec et succès, alors que généralement, les personnes qui ont beaucoup réussi ont aussi beaucoup échoué. Les deux vont finalement ensemble. Donc pour ça, alors pourquoi est-ce que déjà quand on réussit, on échoue beaucoup? Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a un projet ambitieux, qu'on prend des décisions, on est amené voilà à faire des choix, à avoir de l'audace, à oser. Et qui dit oser, c'est aussi oser rater, oser être confronté à l'échec. Donc les deux sont vraiment imbriqués. Donc j'aime bien cette image de l'iceberg. On voit la partie émergée qui est la réussite. C'est flamboyant, c'est beau, il y a de la réussite, il y a du sourire, il y a de la joie. Ça, c'est ce qu'on voit effectivement. On voit cette réussite-là, mais on voit pas forcément la partie immergée de l'iceberg qui est énorme, comme on le voit sur cette image, qui représente justement les échecs, les doutes. Ça représente la discipline, des sacrifices, des moments de déception. Ça représente, il y a de la transpiration dans tout ça. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, un travail acharné. Il y a des bonnes habitudes à prendre pour aboutir ensuite à la réussite. Mais les deux sont vraiment imbriqués.
Donc, pour illustrer ça, je vous partage 3 exemples de personnes qui ont beaucoup réussi. Et je vous présente aussi l'envers du décor, en fait, de leur réussite, ce par quoi ces personnes-là sont passées. Donc, le premier exemple, c'est J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Donc, elle est aujourd'hui une des autrices les plus lues, les plus riches et les plus influentes de notre temps. Mais elle n'a pas toujours été dans... Voilà, ça s'est pas toujours passé comme ça pour elle. Et elle est passée, enfin, quand elle avait 30 ans, elle était mère célibataire, sans emploi, elle était sans domicile fixe, elle allait de chez amie en amie, elle changeait comme ça, elle n'avait pas elle avait pas de chez elle, elle vivait des aides sociales, elle était dans une situation profondément difficile, elle a traversé des phases de dépression, on peut très facilement l'imaginer. Et en fait, c'est dans cette partie-là de sa vie qu'elle a démarré l'écriture d'Harry Potter. Elle a écrit, et puis une fois que le manuscrit était terminé, c'est pas là que ça s'est résolu non plus. Elle a envoyé son manuscrit à un éditeur qui a refusé, un deuxième qui a refusé, un troisième qui a refusé. En tout, il y a 12 éditeurs qui ont refusé son manuscrit. Donc je vous laisse imaginer les étapes de déception, de découragement par lesquelles elle a dû passer avant qu'un éditeur accepte de la publier sans grandes ambitions, mais voilà. Et puis c'est devenu le succès planétaire qu'on lui connaît. Je vous partage un deuxième exemple, cette fois-ci dans le domaine du sport. C'est l'exemple de Michael Jordan qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Donc lui, c'est effectivement un des meilleurs joueurs de basket, un des meilleurs au monde. Mais lui aussi est passé par l'échec. Alors ça a commencé, figurez-vous, au lycée. Il voulait entrer dans l'équipe de basket du lycée. Il a été refusé par l'équipe de son école. À ce moment-là, je crois il avait 15 ans. Il n'avait pas terminé sa croissance. Ils l'ont considéré comme trop petit. Et ils l'ont pas accepté. Il a grandi, je crois qu'il a pris 10 centimètres l'année qui suit. Mais voilà, donc au départ, il a même été refusé par son équipe, par l'équipe du lycée. Et voilà, et puis tout au long de sa carrière, il a rencontré beaucoup d'échecs, hein, comme tous les grands sportifs. Il en parle, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait quelques recherches en préparant le meet-up, vous pouvez trouver sur YouTube, il en parle. Je vous cite une de ses phrases, il dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a confié le tir de la victoire et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore et c'est pourquoi je réussis. » Parce qu'effectivement, ces échecs l'ont motivé à travailler. Voilà, c'est un travailleur acharné, l'ont amené à travailler encore plus dur, à retravailler son geste, à retravailler ses positions, à retravailler la tactique. Et c'est ça qui fait qu'il est devenu du coup un des meilleurs, tout simplement. Je vous partage un dernier exemple et puis je partagerai d'autres exemples tout au long du meet-up. Einstein, figurez-vous que c'est le savant qu'on connaît tous, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il était considéré comme lent par ses professeurs quand il était plus jeune. Apparemment, jusqu'à ses 4 ans, il avait du mal à s'exprimer, à parler. Il a mis même adulte, il avait apparemment des difficultés à s'exprimer. En classe, il avait du mal à rentrer dans le système scolaire. Il n'arrivait pas à prendre des notes. Il a même du mal à rentrer dans le cadre, alors malgré toute son intelligence, hein, bien évidemment. Il était considéré que par ses professeurs comme étourdi, les professeurs pensaient qu'il irait peut-être pas très loin. Il avait du mal avec la discipline scolaire de l'école. Il a même été renvoyé du lycée quand il avait 15 ans. Donc voilà, tout le monde n'a pas pensé à lui comme un grand savant quand il était jeune. Pareil, après, il a voulu rentrer à l'école polytechnique de Zurich. Il a échoué la première fois. Alors après, il a réessayé l'année suivante et puis il a été pris, il a réussi à intégrer et puis à continuer ses études. Mais on comprend ici que il n'a pas été, le Einstein qu'on connaît tout de suite, il n'a pas été regardé comme ça en tout cas. Et il a dû faire face à de nombreuses difficultés avant de persévérer, du coup, de se battre, de persévérer dans ses études. Donc voilà, on revoit un peu cette image de l'iceberg avec un travail acharné derrière, de la transpiration. Il faut se battre pour ensuite avoir la réussite qu'on peut reconnaître, en tout cas sur ces 3 exemples que je vous donne là.
Alors, la façon dont on regarde l'échec, c'est aussi très culturel. Selon le pays dans lequel on regarde pas l'échec de la même manière. Alors en France, on est assez mal loti là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un regard très négatif sur l'échec. Et ici, je vais vous proposer de comparer la France et les États-Unis. Donc, alors là, on peut pas faire plus opposé en termes de regard porté sur l'échec. Donc, en France, effectivement, l'échec est stigmatisé très souvent. On associe l'échec à de l'incompétence très souvent. Quelquefois, on confond, on s'identifie à l'échec. On confond, alors ça, c'est très important, on confond avoir raté et être un raté. Je sais pas si vous voyez la différence, c'est d'une violence inouïe en fait. Être un raté et avoir raté, c'est pas du tout pareil. Euh, donc voilà, tout ça, bah, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on voit l'échec de cette manière-là. Il y a notamment notre système culturel, notre système éducatif, pardon, où à l'école, bah voilà, il y a le stylo rouge pour pointer toutes les erreurs, sans forcément pousser la réflexion plus loin. C'est-à-dire, ok, j'ai fait des erreurs, je vais essayer de comprendre mes erreurs, pourquoi j'ai fait cette erreur et comment je m'améliore. Voilà, évidemment, certains professeurs, je fais pas de généralité, certains professeurs ou parents qui sont très enclins à encourager à cette réflexion, mais voilà, de manière générale, on aime bien pointer les erreurs. Et il y a un exemple que je trouve assez intéressant, c'est l'exemple de l'apprentissage de l'anglais. C'est vrai que l'anglais, c'est une langue vivante, il s'agit de la parler, et en France, bah, on essaye de maîtriser la grammaire, maîtriser la conjugaison, maîtriser le vocabulaire avant d'oser parler. Donc on va s'arrêter sur la moindre faute, on va voilà souligner quand on fait une phrase, ah bah attention, t'as fait telle faute, à tel point qu'en fait on n'ose pas parler. Très souvent les Français on n'est pas considérés comme pas très bons en anglais parce qu'on n'ose pas parler anglais, on a peur de faire des fautes, on a peur de se tromper. Alors que le mouvement devrait être inverse, c'est-à-dire on devrait parler en faisant plein de fautes. C'est ok à partir du moment où on arrive à se faire comprendre, tout en bien évidemment, il s'agit de s'améliorer, de voir les fautes qu'on fait, de comprendre et puis de se perfectionner. Mais voilà, ce côté orienté où on pointe les erreurs, ben, c'est extrêmement inhibant, c'est extrêmement limitant. Voilà, dans le monde professionnel, quelqu'un qui fait une erreur, quelqu'un qui échoue, ben on remet en doute ses compétences, donc c'est quand même dur le regard porté sur l'erreur, sur l'échec. Et puis bah, du coup, on a peur d'innover, on a peur de se planter, ça freine l'innovation finalement. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Donc effectivement, aux États-Unis, pour le coup, c'est totalement l'inverse. Eux, ils voient l'échec avec un regard très positif. C'est-à-dire qu'ils considèrent alors à juste titre que c'est un passage qui est inévitable et que c'est apprenant, que c'est formateur, à tel point que des investisseurs qui souhaiteraient investir dans un projet vont investir plus facilement auprès de quelqu'un qui a échoué à un moment, qui a rencontré l'échec, parce qu'ils considèrent que cette personne-là, du coup, a appris. Cette personne a appris de cet échec et du coup ne devrait a priori pas refaire les mêmes erreurs. Quelqu'un qui n'a pas échoué du tout, ça va les questionner. Ils vont se dire, il y a tout un tas de choses que cette personne ne connaît pas, ne maîtrise pas parce qu'elle s'est jamais plantée. Donc voilà, on voit une grosse différence de regard entre le regard porté par la France et par les États-Unis. Aux États-Unis, il y a même ce qu'on appelle les FailCon, donc des conférences dédiées à la thématique de l'échec où les gens viennent parler de leurs grands échecs et qu'est-ce qu'ils en ont appris, qu'est-ce qu'ils en ont tiré, etc. Donc c'est vraiment presque valorisé. On peut le mettre sur son CV. Les échecs, on leur place sur les CV des Américains, alors qu'en France, on aura un petit peu plus de mal à faire ça. Et quel dommage, parce que effectivement, l'échec est universel, inévitable et utile. Alors, c'est normal de ne pas être à l'aise avec l'échec et de ne pas aimer, de vouloir l'éviter, parce que c'est très désagréable d'échouer. Mais c'est universel dans le sens où il n'y a pas un pays, une région du monde, une ville ou une famille qui ne connaîtrait pas l'échec. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est partagé par tous les êtres humains. On peut échouer dans une relation amoureuse, dans un projet professionnel, on peut échouer à un examen. Donc voilà, l'échec est vraiment, c'est quelque chose qui est partagé de tous, qui est vécu par tous. Et c'est inévitable. C'est inévitable également parce que finalement,
c'est comment dire, l'échec est la conséquence de l'effort et la conséquence de l'apprentissage. Si je prends des exemples très basiques, pour apprendre à marcher, il faut tomber de nombreuses fois. Ça, on l'oublie maintenant qu'on marche sans se poser trop de questions la plupart du temps. Les enfants vont connaître cet échec et vont se planter, se prendre de grosses gamelles en tout cas, avant de réussir à marcher. C'est pareil si on prend l'exemple d'un musicien, peu importe l'instrument, si on prend un violoniste, avant de réussir à jouer du violon de manière absolument parfaite, avant d'être un virtuose du violon, il va y avoir de sacrées fausses notes pour le coup, et ça va prendre énormément de temps, énormément de travail, énormément de persévérance. Il va falloir s'accrocher. Quelquefois, le joueur de violon aura envie de jeter son violon par la fenêtre, très probablement, mais ça fait partie de l'apprentissage. Donc, le fait de rater, d'échouer, fait partie de l'apprentissage. Donc, il est absolument inévitable. Et puis, il est utile. Il est très utile pour peu qu'on prenne le temps de s'y intéresser, qu'on prenne le temps de l'analyser et du coup de le comprendre. Donc ça, c'est ce sur quoi on va venir. En revanche, alors là, loin de moi l'idée de dire l'échec, c'est génial, c'est facile et vous devriez le regarder avec un regard positif. L'échec, ça reste très douloureux. Associé à l'échec, évidemment, il y a tout un tas d'émotions. On peut se sentir très triste, très abattu. On peut se sentir extrêmement déprimé après avoir échoué quelque chose qui était important pour nous. On peut se sentir frustré. Enfin voilà, tout ça, c'est extrêmement normal. J'insiste sur ce point parce quelquefois on a un peu cette tendance, voilà, ça arrive qu'il y ait des messages qui soient passés comme quoi on devrait toujours être souriant, zen, petit bambou. C'est pas le cas. La tristesse, la frustration, ça fait tout autant partie des émotions de l'être humain. Ça fait partie de la palette d'émotions qu'on est amené à vivre. Donc, il s'agit surtout pas de mettre un couvercle dessus parce que c'est même extrêmement dangereux. Je vous encourage à laisser de la place à ces émotions. Mais il s'agit effectivement de ne pas s'arrêter, enfin, déjà de les considérer comme normales, ces émotions, les voir comme transitoires, comme temporaires, et de pouvoir les traverser, en fait. Et à partir de là, de pouvoir effectivement ne pas s'arrêter dessus et de pouvoir construire derrière, de pouvoir comprendre et puis avancer. Alors l'échec, il est utile pour progresser parce que effectivement, si on évite l'échec à tout prix, qu'est-ce qui se passe? Si on veut éviter l'échec, ça veut dire qu'on ne bouge pas, qu'on n'entreprend rien, qu'on reste un petit peu figé, qu'on reste dans notre zone de confort. Et finalement, en faisant ça, on se confronte à rien d'autre, à rien de nouveau, et on ne grandit pas, on ne se développe pas, on n'apprend pas de nouvelles choses. Donc c'est bon. Ça peut être un choix, mais c'est quand même un petit peu dommage. Donc avec l'échec, on progresse. Pour présenter ça de manière imagée, je vais prendre l'exemple d'une voiture. On conduit sa voiture, on a l'habitude de conduire une voiture et on s'intéresse pas à la mécanique. Et puis c'est ok, ça n'a jamais posé de problème parce que la voiture marche, elle nous emmène là où on a besoin d'aller, il n'y a pas de souci. Vous me voyez venir, c'est pas un problème jusqu'à ce que la voiture tombe en panne. Et qu'est-ce qui se passe quand la voiture tombe en panne? Et là, on va être obligé d'ouvrir le capot, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment fonctionne un moteur, de comprendre où est-ce qu'on met des liquides, comment est-ce que ça fonctionne. On va appeler quelqu'un, on va demander de l'aide, on va se pencher sur le capot avec cette personne pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de remettre la voiture en route. Et voilà, on n'arrivera peut-être pas à le faire soi-même, mais d'une certaine manière, quand il arrive une difficulté, du coup un échec, on est confronté à une réalité à laquelle on n'avait pas accès auparavant, de laquelle on n'avait pas conscience. Et en fait, quand on est confronté à cette réalité, on est amené à marquer un temps d'arrêt, à se pencher, à analyser sur la question, à se pencher sur la question, à analyser et finalement apprendre à développer de nouvelles compétences et repartir plus fort de ces connaissances-là. La deuxième fois que la voiture tombera en panne, je ne sais pas si on arrivera à la réparer, mais en tout cas, voilà, on saura ce qu'il y a sous le capot, on maîtrisera peut-être un petit peu plus le sujet et ce sera plus facile. Donc voilà, c'est très imagé évidemment,
Mais c'est ce qui se passe quand on est confronté à l'échec. L'échec nous pousse à grandir. Si je prends un deuxième exemple, pour le coup extrêmement concret, c'est les sportifs. Si on prend les sportifs de haut niveau, le jour où ils échouent, alors le jour où on gagne, évidemment, on fait la fête et on est très content. Le jour où on échoue, on va se pencher sur cet échec. Qu'est-ce qui s'est passé excusez-moi le terme, mais où est-ce que j'ai merdé, quoi? Quel était le mauvais geste? Peut-être d'un point de vue tactique, qu'est-ce qui était maladroit, et puis on va s'intéresser aussi à ce qu'a fait son adversaire. Enfin, par exemple, dans une partie de tennis, qu'est-ce qu'a fait mon adversaire, qu'est-ce qu'il a fait de différent, qu'est-ce qu'il a bien fait, comment est-ce qu'il a fait pour me coincer. Et en fait, c'est toute cette réflexion, ce temps à analyser les mauvais pas, les mauvais choix. Peut-être que mentalement, j'étais pas tout à fait préparée. Je réalise que je m'étais pas mis dans ma bulle. Voilà, il y a toute cette réflexion qui fait que la fois suivante, on revient plus fort de cet enseignement. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que ça fait grandir. Et pour rester dans le domaine du tennis, enfin le domaine du sport et du tennis plus spécifiquement, je vous partage l'exemple de Rafael Nadal. Rafael Nadal, quand il avait 13 ans, il a échoué en tournoi en 99, le tournoi des petits as. En demi-finale, il a perdu, il a été écrasé par un certain Richard Gasquet, qui lui a brillamment gagné la partie. Donc ça a été très douloureux pour Rafael Nadal. Mais en fait, ça a éveillé chez lui une véritable curiosité. Il a vu une force, un Richard Gasquet fort, une puissance dans le jeu de Richard Gasquet, et duquel il a énormément appris. Et ensuite, il est revenu beaucoup plus fort que ça l'année suivante. Et à partir de là, je crois qu'il a rejoué 18 fois contre Richard Gasquet. Il a toujours gagné. Donc voilà, sauf une fois où il a déclaré forfait parce qu'il était blessé pour le coup, donc c'est un cas bien particulier. Mais sinon, il a toujours ensuite gagné contre Richard Gasquet. Donc voilà, il est revenu plus fort et il est devenu le joueur qu'on connaît tous. Également, de l'échec naissent. On peut innover. Il y a des grandes innovations qui naissent de ça. Je donne l'exemple de Thomas Edison, qui est un inventeur frénétique, qui a déposé plus de 1000 brevets dans sa vie, qui ont été utilisés ou pas tous. Et c'est lui qui est connu pour avoir inventé notamment l'ampoule électrique. Et bien, figurez-vous que pour mettre sur pied cette ampoule électrique, une ampoule électrique qui fonctionne, il s'y est repris à plus de 10 000 fois. Et donc voilà, et lui quand on l'interrogeait, parce qu'il est plus des nôtres aujourd'hui, il disait je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Voilà, donc c'est une façon un petit peu humoristique, mais on voit derrière cette qualité de persévérance, de pas lâcher, d'y arriver la prochaine fois. Enfin voilà, il y a cette envie, cet acharnement jusqu'à réussir à faire quelque chose qui fonctionne, qui marche et qui a un succès fou, hein, l'ampoule électrique, évidemment. Et puis, si on doit donner d'autres exemples de produits qui sont nés d'échecs et d'ajustements progressifs, on peut prendre les voitures, les avions, les ordinateurs, les vaccins. Enfin voilà, c'est une suite d'erreurs et d'ajustements qui permet ensuite d'arriver à un produit fini qui fonctionne et puis qui ne cesse d'ailleurs de s'améliorer. L'échec, également, quelquefois, peut être là pour nous faire bifurquer. Donc, il y a cette idée que quelquefois, il faut s'améliorer, retravailler son geste, retravailler, comprendre, etc., pour repartir plus fort et avancer. D'autres fois, l'échec est là pour nous montrer qu'on va dans le mauvais sens aussi et nous amène à changer de voie, nous amène à bifurquer. Il peut révéler ce qui est important pour nous, en fait, d'une certaine manière. Donc ça, je vais donner des exemples qui seront pour le coup plus parlants. Alors, premier exemple, c'est l'exemple de Michel Tournier, qui est un romancier très connu, qui a écrit notamment Vendredi ou La vie sauvage. Il est connu pour ça et pour d'autres romans. Alors, il a gagné le prix Goncourt, il est très reconnu. Mais alors lui, figurez-vous que au départ,
il n'était pas du tout destiné à être romancier. Il voulait être professeur d'université, il voulait être professeur de philosophie. Et donc, il a passé l'agrégat de philosophie une fois, deux fois, trois fois. Il l'a passé 5 fois. Il a échoué à chaque fois, à tel point qu'il n'avait plus le droit de passer l'examen. Et il n'a pas pu faire, du coup, pas aller vers ce à quoi il se destinait à ce moment-là, c'est d'être prof d'université. Donc voilà. Donc ensuite, il y a eu un temps d'errance un peu. Il a été de petits boulots. En petit boulot et puis il s'est mis au bout de, je crois il a erré comme ça entre guillemets pendant plus de 10 ans jusqu'à ce qu'il se mette à l'écriture, dans lequel il a pu intégrer du coup en plus cet aspect philosophique, etc., qui lui était cher, et c'est comme ça qu'il est devenu l'écrivain, le romancier qu'on connaît. Un deuxième exemple, écoutez, c'est Charles Darwin. Charles Darwin qui a mis sur pied la théorie de l'évolution. Ce grand savant, lui au départ, il se destinait à être médecin généraliste. Donc, son père l'encourageait. Voilà, c'était il y a plusieurs années, n'est-ce pas? Son père le poussait à faire médecine. Donc voilà, il a échoué dans ses études de médecine, donc il n'a pas pu devenir médecin. Donc du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'il va faire? On l'a destiné à rentrer dans les ordres. Il a échoué dans ses études de théologie. Donc voilà, échec. Il allait d'échec en échec jusqu'à ce qu'il embarque. Il a embarqué sur un bateau, sur un navire qui s'appelle le Beagle, qui était destiné à aller observer des espèces. Et il est parti 5 ans sur ce bateau-là pour observer des espèces. Et puis voilà, il est devenu le Darwin qu'on connaît tous maintenant. Mais on voit qu'il n'a pas été tout de suite Darwin, n'est-ce pas? Et qu'il a rencontré de nombreux revers avant de trouver sa place. Et un dernier exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de Serge Gainsbourg. Figurez-vous avant d'être chanteur, il se rêvait peintre. Il voulait faire de la peinture. Il faisait beaucoup de peinture. Il peignait jour et nuit. Il était obsédé de peinture. Pour lui, c'était un art supérieur à la musique. Il voulait absolument être peintre. Et en fait, pendant 17 ans, il s'est obstiné à être peintre. Et puis, il a été obligé de se rendre à l'évidence que ça marchait pas, que ça prenait pas. Il gagnait pas d'argent. Il devenait pauvre à s'obstiner dans cette direction. Ce qui l'a amené à bifurquer et à se lancer vers la musique, la chanson. Et puis il est devenu le chanteur qu'on connaît tous. Donc voilà, et on imagine très facilement, là on voit du coup Gainsbourg, Darwin, Michel Tournier, on imagine on voit des grands succès flamboyants, mais voilà, derrière il y a toute cette douleur aussi, toute cette difficulté, toutes ces déceptions qui sont associées finalement, et c'est peut-être finalement grâce à leurs échecs, parce qu'ils ont échoué, parce qu'ils ont raté, qu'ils ont pu aller vers leur succès, autre que là où ils ont échoué. L'échec n'a pas pour seul horizon la réussite. Quoi qu'il se passe, l'échec nous permet de développer des qualités essentielles. Évidemment, on va développer des qualités de résilience, des qualités de persévérance. Ça forge, on s'endurcit un peu face à ces situations. Ça forge une capacité à rebondir face aux coups durs. Donc voilà, s'il faut prendre un exemple très très fort, très marquant et très très extrême, on peut prendre l'exemple de Nelson Mandela qui s'est retrouvé emprisonné quand il souhaitait défendre l'égalité noir-blanc en Afrique du Sud. Il s'est retrouvé emprisonné pendant 27 ans. C'est énorme, pendant 27 ans. Et en fait, il a transformé cette épreuve en une force intérieure qui ensuite, en sortant de prison, lui a permis de mener l'Afrique du Sud vers la réconciliation. Il est devenu président. Enfin voilà, on peut imaginer que 27 ans en prison, ça n'a pas dû être facile tous les jours, très bien évidemment. Et voilà, c'est peut-être grâce à cette expérience très extrême qu'il a pu acquérir une telle force, une telle détermination, un tel courage. Donc voilà. À travers l'échec aussi, on peut développer des qualités d'humilité.
parce que tout simplement, quand on est confronté à l'échec, on est confronté à ses propres limites, on est confronté à des difficultés, donc ça nous montre qu'on ne sait pas tout, qu'on n'est pas tout puissant, qu'on ne maîtrise pas tout. Donc voilà. Voilà, ça nous amène à être peut-être à être plus humain d'une certaine manière, à être peut-être plus juste ensuite dans les relations, la relation aux autres, à gagner en simplicité, en humilité. Une autre qualité qu'on peut développer face à l'échec, c'est la créativité. Parce qu'effectivement, on peut être amené à devoir trouver une nouvelle solution, à sortir des sentiers battus, à voir comment est-ce qu'on peut contourner un problème, comment un obstacle, comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Et à travers des ratés, je vous partage ici 2 exemples de choses qui sont issues de gros ratés. La tarte tatin, par exemple, c'est une tarte complètement ratée qui du coup, finalement a beaucoup plu, telle qu'elle a été faite, et c'est un dessert maintenant qui est très apprécié en tout cas, que j'aime beaucoup moi personnellement, avec une petite boule de glace, voyez-vous. Un autre exemple, c'est le post-it. Alors figurez-vous que le post-it, il a été inventé par un scientifique qui cherchait à créer un adhésif puissant. Alors là, autant dire qu'il était complètement à côté de la plaque. Et voilà, et du coup, il a fait cette colle qui se décolle et se recolle. Et puis, avec son collègue, s'est dit, ah tiens, c'est utile, ça me sert pour faire un marque-page ou écrire des petites idées. Et puis, ils ont eu, au bout d'un moment, pas tout de suite, mais ils ont eu l'idée d'un moment de commercialiser ce produit. Et voilà, c'est devenu un grand succès. Alors, je vous propose maintenant, on a bien un petit peu la théorie. J'espère que vous commencez à voir effectivement que l'échec, alors au-delà du fait que c'est dur et c'est effrayant, que ça peut être utile, ça peut être intéressant malgré tout, de rencontrer l'échec. Donc, je vous propose 2 pistes de réflexion. Donc, bien évidemment, que vous mènerez suite au meet-up quand vous prendrez un petit peu de temps pour vous. Je vous propose de penser à un échec marquant, quelque chose que vous avez vécu, qui vous a assez marqué, que ce soit personnel ou professionnel, et à vous questionner par rapport à cet échec. C'est qu'est-ce que j'ai appris finalement dans cette expérience, dans cette difficulté? Qu'est-ce que j'ai appris? Quelles compétences j'ai développées? Quelles qualités j'ai développées? Les compétences, les qualités que vous développez dans ces situations-là, c'est des choses ensuite qui vous appartiennent, qu'on peut plus vous enlever. Et puis également, qu'est-ce que cet échec a permis? Quelquefois, on se retrouve confronté à un échec, ça marque un coup d'arrêt, on ne peut pas faire ce qu'on voulait, comme on le voulait. Du coup, j'ai pris une autre voie, ou j'ai fait autre chose, ou ça a permis telle rencontre, ou voilà. Qu'est-ce que ça a permis? Donc, l'idée de cet exercice, c'est de compléter un peu le regard que vous avez sur cet événement et de le voir, voilà, avec une lumière beaucoup plus douce, finalement, beaucoup plus apaisée. Également, je vous propose un autre axe de réflexion pour les personnes qui auraient un projet et qui, par peur de l'échec, par peur d'échouer, auraient du mal à se lancer. Donc, je vous propose de penser à cette situation et de vous questionner quels seraient les pires scénarios, quel est le pire qui puisse arriver. Vraiment aller loin, je vous encourage vraiment à aller le plus loin possible. Quel est le pire du pire du pire qui pourrait arriver si je me lançais dans ce projet, si ça devait ne pas marcher, quel est le pire qui puisse arriver. Donc, poussez cette réflexion et puis après, posez-vous la question, ok, si je me retrouvais dans cette pire situation, qu'est-ce que je pourrais en faire en fait? Quels pourraient être les apprentissages possibles? Qu'est-ce que ça pourrait peut-être donner? Qu'est-ce que ça pourrait permettre? Voilà, généralement ça permet de dégrossir un petit peu le truc et de pouvoir éventuellement se lancer de manière un peu plus apaisée. Je vous propose également des outils pour s'apaiser en cas d'échec, parce que comme je le disais, il n'est pas question de dire pas de tristesse, pas de douleur, etc. Non, absolument pas. C'est vraiment associé à l'échec, ces émotions. Donc, en revanche, il s'agit de les accepter, il faut leur laisser de la place d'une certaine manière. Il faut pouvoir les regarder, les accepter et pour mieux les traverser.
Hein, encore une fois, c'est loin de moi l'idée de mettre un couvercle sur les émotions et de les nier et faire comme si elles n'avaient pas lieu d'être. Au contraire, je vous encourage à leur laisser de la place au sein d'un ensemble. Alors, il y a des exercices divers qui peuvent être faits pour faire ça. C'est imaginer, quand vous pensez à cette émotion, à cette douleur, si vous deviez la faire ressembler à un objet, voilà, vous imaginez l'objet, etc. Puis après, vous posez l'objet au sein d'un paysage. Donc, il a sa place dans le paysage, mais il est là parmi tout un tas d'autres choses. Donc, ça peut permettre de mettre un petit peu ces émotions, enfin, de leur laisser leur place, parce qu'elles ont leur place, mais voilà, au sein de tout un ensemble. Également, je parlais tout à l'heure de ne pas s'identifier à l'échec, qu'il y a une grande différence entre avoir raté et être un raté. Et ça joue quelquefois dans notre tête avec cette petite voix, vous savez, voilà, je suis nulle, j'y arriverai jamais, etc. Cette petite voix, on a tendance à croire que la petite voix c'est nous, et en fait, enfin, c'est nous qui la créons. Mais ce qui fait qu'on a la main, en fait, on a la main sur ce que dit cette petite voix. Donc, je vous invite à reprendre la main sur ce que dit cette petite voix, et notamment en vous questionnant. Si jamais je parlais à un ami, à mon meilleur ami qui était dans la même situation, qu'est-ce que je lui dirais? Et généralement, on dit tout autre chose. Hein. On ne dit pas, voilà, t'es un gros nul qui arrivera jamais, y a rien à faire de toi. Évidemment qu'on ne dira pas ça à un meilleur ami. On lui dira, écoute, c'est dur, c'est dramatique, mais je suis sûre que tu vas pouvoir en faire un truc, tu pourras y aller l'année prochaine, ou tu vas retenter, ou tu vas trouver autre chose. Voilà, on va avoir un discours beaucoup plus positif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus engageant. Donc, je vous encourage à vous questionner. Si un ami vivait ce que je vis, qu'est-ce que je lui dirais? Et du coup, voilà, changer un petit peu cette petite voix et arriver à vous parler de la même manière. C'est beaucoup plus doux. Et puis enfin, l'idée, alors prenez ce temps. Hein, un échec, c'est un peu un coup d'arrêt, donc il faut prendre ce temps de l'analyse, de comprendre, etc. Et de se remettre en action. L'idée, c'est de pas rester arrêté, enfin un peu comme cette musique. Je donnais l'exemple de la musique, on s'arrête sur une fausse note et on fait tourner la fausse note en boucle. Il s'agit à un moment de remettre la musique en marche et puis de continuer tout ça. Donc on peut être quelquefois assez abattu dans une situation où on peut se sentir un peu cassé, un peu abîmé, avoir du mal à retrouver l'énergie. Donc là, je vous encourage vraiment à fonctionner par petits pas. Quel est le plus petit pas que je puisse faire pour continuer d'avancer, pour me remettre en route et voilà, avancer avec ça en tête, sans quelque chose de trop ambitieux qui serait compliqué, pour lequel vous n'auriez pas l'énergie. Donc, commencez par le plus petit pas possible. Donc voilà, on arrive au bout. Je vais vous présenter aussi après des citations. Mais pour conclure, donc l'échec en soi n'est pas déterminant, c'est ce qu'on en fait. Je pense que voilà, vous voyez ce que je veux dire maintenant. C'est vraiment ce qu'on en fait. Donc il s'agit ni de le nier, ni de s'identifier à lui, mais il faut le regarder avec une certaine curiosité pour pouvoir progresser, pour pouvoir bifurquer peut-être, et pour de toute façon grandir, pour de toute façon en apprendre quelque chose. Donc c'est pas une fin, alors ça certainement pas. Faut plus le voir comme un point de départ. Finalement, il y a un coup d'arrêt qui est donné à votre projet, à votre ambition. C'est ok. À partir de là, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que j'en fais et comment j'avance. Donc faut le voir vraiment comme un point de départ. Je vous propose 3 citations inspirantes. Une première de Churchill qui dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Je trouve ça assez sympa. Une deuxième de Henry Ford pour qui l'échec est la possibilité de recommencer en étant plus intelligent. Et une troisième citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ».